Alors, on est très heureux d'accueillir pour la conférence du campus POPSU, du 3e campus POPSU, Emmanuel Roued. Te remercier d'avoir accepté de faire la première conférence au sein des campus POPSU par un acteur et un professionnel, d'être aussi finalement autorisé à être ce poil à gratter du monde des chercheurs, de la communauté scientifique et puis des élus. C'est ce regard un peu hybride qu'on souhaite dans le cadre de POPSU et que d'une certaine manière on incarne aujourd'hui à travers tes mots. Voilà, rappelez également bien sûr que tu es ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, X-Ponts, et puis que tu as, depuis 7 ans, tu assures la direction générale des services à la ville de Grenoble, après un passage au sein de la métropole, et précédemment au sein de Strasbourg, et puis également au conseil général du Bas-Rhin précédemment. Voilà, et puis te dire que Emmanuel Roued est un long compagnon de la plateforme POPSU. On te doit en particulier ton engagement particulier dans la création du programme POPSU Métropole puis Transition, et en particulier dans son volet lié à la transition écologique, sur lequel ta contribution a été bien sûr essentielle. Et merci de ta confiance et d'avoir accepté de prononcer cette conférence à l'occasion de ce campus. Conférence qu'on publiera bien évidemment dans le cadre de la collection des conférences POPSU que vous connaissez toutes et tous. Voilà, je te cède la parole. Merci. Merci Jean-Baptiste, merci pour cette introduction. Donc, bonsoir à toutes et à tous, chers collègues et partenaires engagés dans le programme POPSU. C'est pour moi un grand plaisir, mais aussi un honneur de pouvoir m'exprimer devant vous. C'est un poil stressant aussi, parce que c'est pas tout à fait ma tasse de thé. Donc, pour ces mots d'introduction, je souhaiterais pouvoir déjà rappeler que POPSU est un espace précieux, unique, de travail et d'échange et de débat entre les chercheurs et les acteurs publics. Et c'est l'occasion d'adresser des remerciements auprès des ministères et des collectivités qui soutiennent ce programme. Et des remerciements tout particuliers pour quelques personnalités. Je pense à Hélène Pesquine, à Jean-Baptiste Marie, à Jean-Marc Hoffner et à Marie-Christine Gaillet, qui, en tant que compagnons pendant quelques années de ce programme, qui ont été déterminants dans la réussite de ce programme. Et je pense que nous sommes nombreux ici cet après-midi à savoir ce que le programme leur doit et ce que chacun d'entre nous leur doit au niveau de leur contribution. Donc, comme l'a dit Jean-Baptiste, c'est en tant qu'acteur public que je m'exprimerai cet après-midi sur le sujet des transitions et sur comment penser l'action sur les transitions sociales et environnementales. En m'appuyant sur des exemples qui vont être beaucoup grenoblois, donc je m'en excuse par avance, mais aussi d'autres villes, d'autres territoires et d'autres échelles territoriales. Et donc, je sollicite la bienveillance de tous nos amis universitaires, parce que mon propos naviguera entre le construit décousu et le cousu déconstruit. Donc, désolé par avance. Donc, transition, c'est devenu un peu un mot valise, dont la définition demande à être précisée, et pour le reste de mon propos, vous entendrez à travers transition un peu la définition de Rob Hopkins, qui l'a défini dans le cadre du mouvement des villes en transition en 2009, et je reviendrai un peu plus dans le détail sur cette définition au cours de ma présentation. Mais c'est pas possible de parler de transition sans dresser un petit tableau des enjeux auxquels nous sommes censés répondre. Et c'est pour ça que je vais faire un petit tour d'horizon des principaux enjeux auxquels vont répondre les transitions. Donc, je commence tout d'abord par le changement climatique, et je ne vais pas être trop long parce que vous êtes parfaitement au fait de ces enjeux, mais je vais mettre quelques éléments en exergue sur le changement climatique.
Déjà, il y a pas le consensus scientifique est clair, c'est de la science principalement du 19e, donc il n'y a pas de débat scientifique là-dessus. Les 1,5 degrés des accords de Paris, on était à 1,48 en 2023. Sur la dernière décennie, on a eu un 1,09 d'augmentation de la température moyenne planétaire. Et c'est un des focus intéressants du 6e rapport du GIEC sur le fait que les inégalités sont très fortes en matière d'émissions, tant sur le plan historique que actuellement en termes d'émissions, des émissions actuelles. Et un dernier élément qui amène à réfléchir, c'est que si on voulait se limiter à un scénario de 2 degrés d'augmentation de la température moyenne, ça supposerait plusieurs milliers de milliards d'actifs échoués, donc d'actifs échoués dans l'énergie fossile, et que aussi à titre d'éléments à prendre en considération, c'est que dans les fonds propres des banques françaises, il y a entre 85 et 130% d'actifs fossiles. Donc les scénarios du GIEC qui entendent une limitation de la température moyenne supposent derrière soit un crash financier, soit des redistributions massives de patrimoine. Donc il y a des gros enjeux économiques derrière. Donc le réchauffement climatique, c'est qu'une des clés de lecture de la question des sujets qu'on a évoqués, parce que c'est une des 9 limites planétaires qui ont été identifiées par le Stockholm Resilience Center. Et je vais aborder, et aujourd'hui sur les 9 limites planétaires, il y en a 6 qui sont largement dépassées, donc qui sont vraiment dans le rouge, et ce n'est pas le réchauffement climatique qui est la plus préoccupante. Donc je vais m'attarder sur 2 de ces limites planétaires. La première, c'est celle qui concerne les nouvelles entités chimiques. Donc tout ce qu'a produit l'industrie chimique depuis un petit siècle. Donc il y a à peu près entre 40 à 60 000 molécules de polluants organiques persistants. Les médias se focalisent beaucoup sur la question des PFAS, mais c'est qu'un des éléments de ce qui a été produit par l'industrie chimique. Et ces molécules sont partout. Elles sont dans la terre, elles sont dans l'eau, elles sont dans l'air, elles sont dans la biomasse. Donc quand on entend la biomasse, ça veut dire qu'elles sont dans votre corps, dans vos cellules, dans votre sang, dans vos tissus adipeux, dans vos cheveux, partout. Donc dans l'eau que vous buvez. Donc aujourd'hui, ces molécules sont totalement diffusées dans notre environnement, à tel point que l'Académie de médecine a forgé un nouveau concept qui est l'exposome, qui est la somme de toutes les expositions individuelles à ces polluants organiques perpétuels et qui sont un des déterminants de santé, à côté du patrimoine génétique, à côté de nos comportements alimentaires et dans l'ensemble de nos comportements. Ça devient un des déterminants principaux de santé. Deuxième élément de contexte et de diagnostic, c'est la question de la biodiversité. Donc, nous sommes au début d'une 6e extinction de masse, et les 2 principales causes qui sont établies scientifiquement sur la perte de biodiversité, c'est 1, l'usage des sols, et 2, les prélèvements directs, en particulier pour les écosystèmes marins. Donc, et loin derrière, la question du réchauffement climatique, qui aujourd'hui n'est pas la principale cause de perte de biodiversité. La vie humaine repose sur des services écosystémiques qui n'apparaissent dans aucun de nos indicateurs économiques, ni dans les flux monétaires d'ailleurs, donc qui sont absolument pas valorisés. Et c'est un élément qui est menacé et qui est essentiel pour le maintien de la vie sur Terre. Et pour donner quelques autres chiffres, on a 25% des espèces qui sont menacées d'extinction. D'ici 2100, on pense qu'il y en aura un 8e qui auront disparu. Un réchauffement à 2 degrés, ça veut dire qu'il ne nous restera plus que 1% des coraux. Et depuis la préhistoire, on a perdu 83%
de la biomasse des mammifères sauvages. Donc il ne nous reste plus que 17% en référence à des aires anciennes, mais on a réussi, nos modes de vie ont réussi à éliminer plus de 80% de la biomasse des mammifères sauvages sur la Terre. Pour aborder la question des transitions, il faut aussi se poser la question des ressources. Donc, la Terre, elle est finie. Et il faut que vous sachiez que notre mode de vie requiert 13,2 tonnes par habitant et par an à l'échelle planétaire. Et ça, c'est la moyenne planétaire. Donc, ça fait 36 kilos par jour. Donc, aujourd'hui, en fait, notre mode d'existence, ce qu'on a fait aujourd'hui, ça représente 36 kilos de ressources naturelles qui ont contribué à notre mode de vie et qui a une très forte également inégalité dans les utilisations des ressources naturelles entre les pays à faible revenu et les pays à haut revenu. Et en fait, il y a un rapport de 1 à 6 dans la consommation des ressources naturelles planétaires. Merci. L'extraction et la transformation des ressources matérielles représentent plus de 55% des émissions de gaz à effet de serre et la demande est en progression de 2,5% par an par exemple pour les métaux, mais c'est valable pour l'ensemble des ressources. Sur certaines ressources, les réserves se comptent en décennies ou en quelques siècles et il faut bien se rendre compte que le recyclage ne permet que de reporter de quelques décennies la finitude de l'utilisation des ressources, parce que le principal élément qui crée cette extraction à l'échelle planétaire, c'est l'accumulation du stock matériel. C'est-à-dire que vous avez un diagramme là qui représente par exemple le fer, qui est un des métaux que l'on recycle le mieux pour avoir des objets, 100 tonnes d'objets à base de fer. Ça demande 71 tonnes de minerais. Donc, et il n'y a que 29 tonnes qui proviennent du recyclage. Tout simplement parce qu'en fait, on stocke sur les 100 tonnes, il y a 60 tonnes qui vont en accumulation du stock. Donc, l'accumulation du stock, c'est les nouvelles constructions, c'est tout ce qui est neuf dans ce bâtiment. Ce sont les nouvelles chaises sur lesquelles vous êtes assises. C'est l'accumulation du stock. Et pour gagner à peu près un siècle en termes d'autonomie au niveau des ressources, il faudrait que qu'on limite la croissance de la demande de 1%, qu'on recycle 80% des ressources. Donc, ce qui veut dire qu'on réduise l'augmentation du stock à 20%. Donc, ça veut dire que tout ce que vous avez autour de vous, dans une économie circulaire, vos vêtements, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, les chaises, tout ce qui est construit dans ce bâtiment, devraient être les ressources pour toutes les réalisations futures que l'on fait, à 80%. Donc c'est un changement, on ne conceptualise pas bien l'évolution, la transformation du système industriel que représente la finitude des ressources, parce qu'on est entièrement formaté sur un système extractiviste qui parte sur l'utilisation des ressources naturelles. Alors, il faudrait parler des autres limites planétaires, de la croissance des inégalités, mais dans le temps imparti, je vous propose une approche un peu différente, de partir plutôt sur la question du ressenti, ce que l'on ressent personnellement. Donc, si une conférence de Grenoblois sans photo de montagne, ça ne serait pas une conférence de Grenoblois, donc je vous propose une petite image qui est prise du sommet du Mont Aiguille en juin dernier. Donc c'était ma découverte de l'alpinisme, et parce que vous savez qu'il y a un événement important qui s'est produit en 1492, donc, et c'était au Mont Aiguille. Donc c'était pas uniquement
la découverte d'un continent que les Européens ne connaissaient pas, qui a eu lieu très loin d'ici, mais en 1492 a été l'acte de naissance de l'alpinisme. Donc au Mont-Aiguille, au sud de Grenoble, un petit éperon rocheux qui sort du massif du Vercors. Et c'est là où les Européens ont inventé, ou réinventé peut-être, mais ça c'est la version ethnocentrée, donc ont inventé l'alpinisme en 1492. Donc c'est un endroit très important pour les montagnards. Et donc à la fin de l'ascension du Mont-Aiguille, on arrive sur un magnifique plateau, on a une vue panoramique sur le massif des Écrins, toutes les Alpes, et donc on a un moment de joie et de pouvoir profiter de ce magnifique panorama après 1000 mètres de dénivelé, donc, dont 500 mètres avec les mains. Donc, et là, j'ai été pris par un sentiment mitigé. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un brouillard, on ne voyait pas les montagnes comme on les voit habituellement, et ce n'était pas une brume de chaleur. C'était les cendres des incendies du Canada qui venaient complètement brouiller la visibilité qu'on a habituellement sur les massifs. Et on est super content d'avoir fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait et réussir une ascension. Mais on est pris par ce sentiment d'interdépendance de la planète et le fait que les paysages, la nature qu'on connaît, elle est dépendante de ce qui se passe à 7000 km de là. Et c'était un sentiment un peu mitigé. Alors, je vous propose une petite expérience collective. C'est que pendant 1 minute, vous allez fermer les yeux. Je ne vais rien dire. Et vous allez penser à un coin de nature qui vous est cher, qui vous rappelle votre enfance ou aujourd'hui, et auquel vous tenez, et sur lequel vous voyez vous commencez à ressentir la transformation et l'impact que peut avoir la transformation planétaire. Et puis après, vous pourrez en parler avec votre voisin ou votre voisine pour essayer de voir quels sont les éléments que... Alors allez-y, prenez un petit moment d'introspection, fermez les yeux et pensez à ce bout de nature qui est inscrit en vous et auquel vous tenez. Et allez-y. Ça y est, tout le monde le tient. Donc et là maintenant, vous avez quelques minutes pour en parler avec votre voisin ou votre voisine.
a des... Voilà, j'arrive pas à savoir si je peux vraiment bouger gaffe. Donc châtaignier, ça veut dire que c'est quoi? C'est des arbres morts, enfin forêts mortes qui vont s'auto-générer? Bon. Je reviens à mon propos, si vous permettez. Ben là Bon, je vois que ça vous mobilise, donc c'est plutôt satisfaisant parce qu'en fait on peut être mobilisé par la raison, on peut être aussi mobilisé par le cœur, et c'est des éléments qui sont importants sur la question des transitions. Mais le constat de diagnostic, c'est que ça soit d'un point de vue sensible ou d'un point de vue intellectuel, on est face à un diagnostic qui est totalement effrayant. C'est-à-dire qu'on est face à un diagnostic d'effondrement. Et pour passer à l'action face à l'effondrement, il faut redevenir compétent en peur, comme le dit Pablo Servigne. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réapprenne à gérer nos peurs. Et pour ça, on a un cerveau c'est ce qu'il appelle la théorie du suricate. Donc, on a certains mécanismes du cerveau qui sont les mêmes que ceux du suricate. Donc, ce qui est plutôt sympa parce que c'est des jolis petits animaux. Donc, ça nous. On passe d'un état de stupeur pour revenir à un état de veille dans lequel on peut prendre du recul. Ce qui est démontré par les biologistes, c'est qu'il faut repasser par la phase action. C'est-à-dire qu'on passe de la veille à l'action. Ensuite, quand l'action, on peut passer à un état de stupeur. Mais quand on est tombé dans un état de stupeur, pour pouvoir retrouver un peu de recul, il faut pouvoir passer par une étape action. Et donc, redevenir compétent sur ce que notre corps, ce que notre cerveau, comment nous sommes construits pour pouvoir faire face à l'anxiété et à ce que le monde qui nous entoure et la façon dont il menace de s'effondrer, c'est un élément qui est important pour pouvoir aborder la question des transitions que je vais enfin définir. Donc en fait, derrière la question des transitions, il y a un double constat. C'est que on a un double problème à résoudre, c'est que on pourrait considérer que le réchauffement climatique c'est facile. Il suffit d'électrifier, il suffit de mettre des énergies propres, et pour ça c'est pas compliqué. On électrifie tout et il n'y a plus de problème climatique. Sauf qu'on n'y arrivera pas avec des ressources finies en cuivre, en uranium, en lithium. On atteindra les limites physiques de la planète. Et de l'autre côté, le problème des ressources, c'est pareil. On peut se dire on n'a pas de problème de ressources. Là. On pourra toujours trouver des gisements. Et aujourd'hui, les gisements de cuivre, on exploitait des gisements dans lesquels il y avait 3% de minerais. On est tombé à des gisements dans lesquels il y a 1% de minerais. Mais sauf que l'énergie qui est nécessaire pour exploiter des gisements, elle est inversement proportionnelle, en grosse maille, à la teneur en métal dans le gisement. Donc, se dire que les ressources sont infinies, ça suppose une énergie qui elle-même est infinie. Donc, quand on prend les deux problèmes en même temps, on voit que l'enjeu, c'est vraiment de retrouver un nouvel équilibre entre les sociétés urbaines, entre notre mode de vie et les ressources de la planète, et en particulier les ressources renouvelables. Et la question des transitions, elle se pose sur l'idée, derrière le concept de transition, c'est qu'on arrive à trouver une trajectoire entre maintenant et ce nouvel équilibre. Et que cette trajectoire puisse être maîtrisée d'un point de vue social, économique et surtout démocratique. Parce que la planète retrouvera un nouvel équilibre, dans tous les cas. Donc,
Et cet équilibre, il pourrait être réussi à être sans nous. Ça peut être après un effondrement, un mécanisme révolutionnaire. Avec des... Donc en tous les cas, l'équilibre, le système physique ou l'écosystème Terre retrouvera un équilibre. Simplement, dans cet équilibre, on n'est pas sûr qu'il puisse y avoir une place satisfaisante pour l'humanité ou ce qui restera de l'humanité. Donc derrière la question des transitions, c'est pas le développement durable, c'est vraiment une transformation radicale dont il est question. Et si c'est vraiment le sujet, c'est comment réussir à conduire cette transition, ce changement radical. Et c'est pour ça que maintenant, je vais aborder les différentes stratégies d'action qu'on peut essayer de trouver dans l'action publique et ailleurs sur cette question des transitions. Donc, ça va être une sélection personnelle qui ne vise absolument pas l'exhaustivité. Je ne reviendrai pas sur des mécanismes classiques comme la régulation, comme les incitations, parce qu'en fait, c'est pas tellement ces mécanismes-là qui sont intéressants que ce que l'on en fait. Là. Et il faut creuser les différents mécanismes. Et je vais vous faire un panorama un petit peu personnel des stratégies nouvelles ou émergentes qui peuvent changer et évoluer dans le champ d'action publique pour les transitions sociales et environnementales. Bon, néanmoins, je débuterai par un grand classique français qui est la planification. Parce que, bon, c'est pas tout à fait nouveau, mais parce que quand vous avez un film catastrophe hollywoodien, généralement, il n'y a pas de problème qui résiste ni à Bruce Willis, ni à 2 ou 3 bombes atomiques. Donc, et les solutions sont assez faciles. En France, on n'a pas Bruce Willis, mais on a le plan. Donc, et il n'y a pas grand-chose qui résiste au plan en théorie. Donc du coup, effectivement, on a une planification écologique. Donc, le secrétaire général de la planification écologique a fait un travail qui est vraiment remarquable, brillant, fondé avec des ressources qui sont exceptionnelles et qui a réussi à faire bouger les lignes pendant quelques temps et à porter le débat au sein de l'État, sur les territoires, avec notamment les COP territoriales, qui sont des démarches qui sont très intéressantes là où elles sont appropriées par les territoires. Mais l'efficacité de la planification, elle repose fondamentalement sur la question de l'autorité. Et c'est pour ça que je donnerai un autre exemple de planification, qui est le plan climat de la ville de Grenoble, qui vise la neutralité carbone en 2040, sur notre patrimoine. Et en fait, là où nous sommes en avance sur la trajectoire que nous avons planifiée. Et juste sur l'année 2023, avec la crise énergétique, on a réduit sur une seule année de 20% nos consommations énergétiques et nos émissions de gaz à effet de serre, juste par des actions de sobriété. Mais ce qui distingue une planification à une échelle nationale à ce que l'on peut faire, ce que peut faire une ville à une échelle territoriale, c'est que nous avons l'autorité, c'est notre patrimoine, nous avons l'ingénierie, nous maîtrisons tout. C'est-à-dire que la ville de Grenoble a pris le choix de garder un service de transition énergétique, d'avoir ses propres équipes. On n'a aucune délégation, on n'a pas d'intervention des grands majors que vous connaissez tous. Donc je ne vais pas citer leur nom pour ne pas faire de la contre-publicité. Mais il n'y a aucune intervention extérieure. On a une connaissance de notre patrimoine. Et on réalise la trajectoire qu'on s'est fixée parce que il y a un cap qui est donné politiquement, mais il y a aussi une autorité qui est portée au niveau des services. Et là, j'entends par autorité la définition telle que l'a pu la porter Pierre Rosanvallon dans les institutions invisibles. C'est-à-dire que l'autorité, c'est pas le pouvoir. L'autorité, c'est la capacité de donner un avis qui ne peut pas ne pas être suivi. Donc, et c'est vraiment cette dimension-là qui rend la planification crédible et efficace. Je vais vous donner un autre exemple
Et pour faire la transition avec la question de la planification, c'est que la planification, même si elle n'est pas efficace, dans certains cas, elle garde quand même une vertu, c'est celle de donner de montrer un chemin possible. Et dans la capacité de montrer un chemin possible, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour mobiliser les acteurs. Donc, une autre stratégie d'action, c'est de rechercher la mobilisation des acteurs, ne pas dire ce qu'il faut faire, mais c'est de donner des éléments permettant la prise de conscience, d'expérimenter les ressorts émotionnels qui vont déclencher des actions, de manière à ce que chacun puisse trouver son chemin. Et là, je ne sais pas si vous connaissez ces programmes-là, mais le programme des conventions des entreprises pour le climat est vraiment remarquable. C'est-à-dire que le constat qui est présenté est sans aucune concession. Il est bien au-delà de tout ce qu'on fait dans les formations de la fonction publique. Et les intervenants sont d'extrême... Et ça crée de réelles mobilisations auprès des entreprises qui suivent ces programmes des conventions des entreprises pour le climat. On a pu la suivre en tant qu'auditeur libre au niveau de la ville, la CEC des Alpes, et c'est absolument remarquable ce qui est fait dans la capacité à mobiliser des acteurs. C'est aussi des programmes européens comme Capitale Verte, pour lequel le Grenoble avait été lauréat en 2022. C'est des éléments de communication sur les politiques environnementales de l'Union européenne pendant un an de mobilisation de terrain ou des manifestations comme la Biennale des villes en transition qui est organisée par la ville de Grenoble et pour la dernière édition en mai 2025, on a eu le grand plaisir que POPSU et puis le PUCA s'associent à la Biennale des villes en transition et fassent un atelier à Grenoble qui permet de diffuser, de partager et de mobiliser les acteurs sur la question des transitions. Néanmoins, les limites de ces démarches, c'est qu'on finit par toucher un public qui est assez largement convaincu et qu'on n'a pas tout à fait la possibilité ni la puissance de frappe pour toucher l'opinion publique, surtout qu'on est plutôt dans une période d'écolo-bashing. Et pour donner quelques éléments chiffrés de comparaison, on a eu la chance, le plaisir, l'avantage de bénéficier d'un contrôle de la CRC qui concernait plusieurs collectivités de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les actions de communication. Donc, et selon les chiffres de la CRC, qui comptent tout, donc les soutiens au club de foot, toutes les actions de communication, etc., la ville de Grenoble, qui est plutôt dans la moyenne basse, consacre un budget de 18 € par habitant et par an pour les actions de communication. Donc communication institutionnelle, sur les horaires des piscines, et pendant la biennale des villes en transition, on a eu un pic de communication, on avait 5 € de plus par habitant pendant la biennale des villes en transition. À côté de ça, l'ordre de grandeur qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que l'industrie automobile dépense 40 € par habitant par an pour vous convaincre d'acheter des voitures. Donc, et l'ensemble des budgets de marketing et de com, c'est 500 € par habitant. Donc après, bien évidemment, vous les retrouvez dans les prix des objets que vous achetez. Donc, dans chaque voiture que vous achetez, il y a une part de la com qui vous a convaincu et la publicité qui vous a convaincu de l'acheter. Donc, en termes de capacité à mobiliser les acteurs publics, restent des nains par rapport à l'industrie de la publicité et qui encore dans la grande majorité des actions n'est pas là pour convaincre de changer de comportement et d'avoir des comportements qui permettent d'aller vers un chemin de transition. Une autre stratégie d'action importante, c'est celle qui repose sur le partage de la décision. Donc, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent, qui est complètement intégré dans la recherche d'une trajectoire qui soit maîtrisée d'un point de vue démocratique. On a tous touché les limites de la démocratie représentative. Et pour pouvoir renouveler la démocratie, il faut qu'on arrive à trouver de nouvelles formes d'approche. Et l'association des citoyens à l'action publique est un élément déterminant et qui est
encastrés complètement dans toute stratégie de transition. On peut les retrouver dans des formes comme à Nantes de grands débats citoyens, dans la Convention citoyenne pour le climat, qui a été quand même un temps très important et qui a été une belle réussite sur à la fois les propositions et la méthode qui a été déployée au niveau national et qui a été vraiment un temps très très intéressant d'association des citoyens, où on peut retrouver dans toutes les villes qui font des budgets participatifs, donc Grenoble, mais plein d'autres, donc où là, l'initiative, elle est même abandonnée aux citoyens, de cette manière, elle est laissée aux citoyens l'initiative de faire leur propre projet, et ensuite de voter pour prioriser ces différents projets. Alors l'évaluation que nous en faisons quand même sur ces dispositifs, c'est qu'il y a un intérêt, un attachement des citoyens pour la démocratie participative et la transformation, mais néanmoins on touche quand même beaucoup plus les CSP+, on a quand même une vraie difficulté à aller toucher les quartiers populaires dans les villes. Mais un autre élément d'évaluation qu'on peut en tirer, c'est que ça a quand même très fortement transformé l'action des services municipaux. C'est-à-dire que les projets ne se conçoivent plus du tout de la même manière, la relation avec le citoyen, la participation, on n'est plus uniquement dans une relation de sachant et à des sortes d'usagers. Il y a une vraie transformation de la façon de faire l'action publique. Alors, il y a un autre axe d'action, une autre stratégie d'action sur laquelle je ne m'étendrai pas longuement, parce que ça reste quand même, au moins en France, assez émergent, c'est celui du développement des communs. En Italie, c'est plus développé que chez nous, et c'est même reconnu dans la Constitution. Et les communs sont une alternative qui est vraiment intéressante entre la gestion publique et la gestion privée, qui permet d'aborder complètement la gestion d'un certain nombre de services et même de la relation aux services publics. À Grenoble, on a ouvert la possibilité de faire des pactes de coopération, comme à Bologne, avec assez peu de succès. Mais en revanche, ce qui marche très bien, ce sont les chantiers ouverts au public. C'est-à-dire qu'on laisse la possibilité aux habitants de venir réaliser eux-mêmes et de contribuer à des chantiers. Et en fait, ça répond à une attente de participation qui n'est pas forcément intellectuelle dans la décision, mais qui est dans l'action. C'est-à-dire que les citoyens, ils viennent avec ce qui leur tient à cœur, et notamment leur capacité à faire, et pas forcément à une envie de participer à un grand débat et d'être du côté des décideurs, mais plutôt d'être du côté des acteurs. Alors, il y a une autre stratégie d'action émergente qui est la redirection écologique. Alors, donc, nous avons dans l'assistance un des papes ou un des big boss de la redirection écologique, Alexandre Mondin, avec qui nous avons travaillé. Donc, si vous avez des questions, ça sera plus à lui de les poser qu'à moi. Mais c'est une stratégie d'action qui est émergente et qui est vraiment très très intéressante. Parce qu'en fait, il s'agit d'assumer encore plus clairement que les transitions sociales et environnementales demanderont nécessairement des renoncements. Et pour y arriver, de suivre des protocoles de redirection qui partent d'enquêtes sur les attachements des habitants. Donc, et ça permet d'orienter les renoncements qui doivent suivre ensuite les processus démocratiques locaux classiques. Et cette approche, elle est beaucoup plus radicale, mais elle a fait son chemin. Donc, aux derniers ateliers POPSU à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, on a eu l'exemple de l'agglomération de Caen-la-Mer qui a renoncé à un grand projet urbain du fait d'un risque de submersion. Ils ont même pas eu besoin de faire un protocole de renoncement avec Alexandre, ils l'ont fait tout seul. Donc, mais c'est un exemple sur le fait que la redirection écologique, la capacité à renoncer, c'est quelque chose qui est en train de faire son chemin. Et à Grenoble, on l'a mené sur deux sujets. On a fait un protocole de redirection écologique avec les équipes d'Alexandre et avec Diego Landivar sur les piscines municipales. C'est-à-dire qu'on a fait des ateliers citoyens sur le protocole de redirection écologique pour savoir, on avait une piscine qui était arrivée en fait
obsolescence programmée ou pas, mais qui était au bout de 50 ans, et la structure était plus utilisable. Donc en fait, il fallait soit la reconstruire. On a commencé par la fermer pour des raisons de sécurité, mais la question c'est de savoir est-ce qu'on doit la reconstruire. Et donc à l'issue du protocole de redirection écologique, les élus ont pu prendre le choix de ne pas reconstruire la piscine, mais par contre de faire un choix alternatif, c'est-à-dire de prendre un bassin d'été, le transformer en bassin nordique, donc ce qui fait qu'on évite, d'un point de vue énergétique, de chauffer tout l'air qu'il y a dans les bassins couverts. C'est ça le point noir écologique énergétique des piscines, hein. C'est pas l'eau, hein, c'est de chauffer l'air qui est autour. Donc, et de réaliser un lac baignable d'été au sein du quartier de la Villeneuve. Donc, grâce au protocole de redirection écologique, on a pu renoncer à la reconstruction. Le schéma normal, ça aurait été de reconstruire. En fait, on a un équipement qui est obsolète, on le reconstruit. En fait, grâce au protocole et en regardant quels étaient les attachements des habitants, on a pu, et les élus ont pu choisir une voie alternative qui permet de renoncer à un certain nombre de choses. Et là, aujourd'hui, on est en train de tester cette démarche sur la question des métiers et les évolutions des métiers dans la fonction publique territoriale, parce que dans 20 ou 30 ans, c'est être jardinier, travailler dans les espaces naturels, ça ne sera plus le même métier. Donc, et dans beaucoup de métiers, en fait, l'adaptation au changement climatique va changer beaucoup de choses, et on est en train de voir quels sont les enjeux de redirection écologique qu'il y a sur les métiers. Et s'il y a quand même un truc sur lequel on est généralement attaché, c'est la culture professionnelle, son métier, qui est quelque chose qui est très profondément ancré dans chacun et chacune d'entre nous, et essayer de voir quels vont être les enjeux de transformation, de redirection. C'est un sujet d'ampleur qui a été un programme soutenu par la NCT et qui intéresse beaucoup de monde. Alors, l'avant-dernier exemple que je développerai porte sur une stratégie d'action de redéfinition du cadre dans lequel se place l'action publique. Le cadre, les règles du jeu, quand vous jouez au foot, il y a des règles du jeu. Et dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, il y a aussi des règles du jeu. Donc, et ces règles du jeu, la plupart sont héritées du XXe siècle ou du XIXe, même certaines beaucoup plus tôt, parce que si on prend le cadre comptable, la comptabilité à partie double, c'est quelque chose qui a été inventé par les banquiers florentins et qui aujourd'hui structure toute l'organisation de nos systèmes financiers. Et ce cadre, il induit une dépendance très forte au sentier sur des enjeux comme la croissance, des indicateurs comme le PIB, en omettant des enjeux cruciaux du XXIe siècle, comme les limites planétaires ou la justice sociale. Et de nombreuses villes, Paris, Barcelone, Bruxelles, Genève, Amsterdam, Copenhague et Grenoble, développent de nouveaux outils autour de la théorie du donut de Kate Raworth, qui, dans un brillant ouvrage que je vous recommande pour ceux qui n'ont pas encore lu, déconstruit à peu près tout ce que vous avez appris en économie à la fac et qui continue bien évidemment d'être enseigné, et propose un cadre simple et visuel sous la forme du donut pour représenter à la fois le plafond environnemental et le plancher social entre lesquels se définit l'espace juste et sûr pour l'humanité. Donc ce sont les limites planétaires du Stockholm Resilience Center à l'extérieur et puis les objectifs de développement durable de l'ONU au centre. Et autour du donut, nous avons développé une grille d'évaluation des projets pour apprécier leur impact. Et sur les limites planétaires, tous les projets du plan pluriannuel d'investissement de la ville de Grenoble ont été passés à travers cette grille. Et là, pour apprécier leur impact sur les limites planétaires et sur leur effet de justice sociale. Et en fait, c'est pour pouvoir réintroduire des outils systémiques dans la prise de décision politique. Et pas uniquement des éléments monofacteurs comme le coût, l'impact financier, et puis un impact monofacteur qui est assez difficile à quantifier, qui est l'intérêt politique. Donc c'est vraiment, on est sur une problématique qui est systémique, on a besoin d'outils systémiques
pour pouvoir introduire dans notre cadre de pensée. Et c'est ce que nous essayons de faire autour de Donut. Dernier exemple dans ce petit panorama, c'est celui de la prospective. Donc, faire la prospective, c'est agir. Donc là, ça permettrait, il y aurait de quoi faire un thème un atelier PopSu. Mais ces dernières années, on a vu un retour très intéressant de la prospective, qui avait disparu du paysage intellectuel depuis les années 60. Et l'ADEME, RTE ont produit des outils très intéressants, donc les 4 scénarios de l'ADEME, les futurs énergétiques de RTE. Et nous, à l'échelle de la ville, on a mené un travail prospectif sur la ville de Grenoble en 2040, l'horizon 2040, sur un urbanisme favorable à la santé avec Iba Debouc et Nicolas Tixier, et surtout avec un artiste incroyable qui est Gaëtan Amosset. Et on a représenté une vision dessinée de la ville de Grenoble sur une coupe de 26 mètres de long et qui a été entièrement dessinée à la main, sans intelligence artificielle, et qui représente une vision prospective de Grenoble en 2040 pour essayer de matérialiser, de donner des éléments à voir et surtout, en fait, la logique de la prospective, et c'est là où c'est une stratégie d'action, c'est que la prospective, elle nourrit les imaginaires. Et les imaginaires, ce sont eux qui vont derrière déclencher de l'action. Et à travers la prospective, cette fresque, ce dessin, a eu un accueil qu'on ne soupçonnait pas à la Biennale des villes en transition. On a vraiment eu des habitants qui sont restés une demi-heure, 1 heure à scruter les moindres détails. On est capté par la poésie du dessin, par ce que le dessin d'architecte. Et derrière, ça permet de générer des idées. On l'a testé dans le séminaire de nos élus, et ça crée du débat, ça crée des idées, ça permet de déclencher et on a besoin vraiment d'avoir aussi des stratégies d'action qui partent sur cette capacité à nourrir l'imaginaire, parce que c'est un élément déterminant pour avoir du récit et pour pouvoir se mettre en action. Alors maintenant, quelques mots de conclusion. Le premier, c'est que la notion de transition sociale et environnementale, c'est un concept radical. Loin de la continuité espérée des tenants du développement durable, et pour paraphraser le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change dans les services écosystémiques que nous rend la nature. Bon, du coup, c'est moins sympa que la formule initiale, qui avait plein de double sens, mais ça mérite d'être plus précis. Et surtout, ça révèle, et ce qu'on aime, ce sujet sur lequel on aime bien quand même facilement être dans le déni, c'est quand même l'ampleur de la conduite du changement qu'il y a derrière le mot de transition environnementale et sociale. Et donc, mon premier mot de conclusion sera que l'action pour les transitions est peut-être que radicale et pragmatique. C'est-à-dire que cette dimension de radicalité, elle est complètement incluse dans le concept de transition sociale et environnementale. Mon deuxième point portera sur la nécessité de retrouver un rapport aux limites. Et j'insisterai surtout sur le défi démocratique que cela représente. Nos États-nations ont été constitués sur le modèle d'une souveraineté absolue sur un territoire limité. Toute limite extérieure est ressentie comme une contrainte sur le souverain. Alors que la démocratie évolue vers toujours plus de complexité, autorité indépendante, Haut Conseil, Union d'États, Union européenne, instances supranationales, des accords internationaux comme les accords de Paris.
Les tentations populistes et nationalistes, elles, au contraire, se nourrissent du rejet des limites que cela pose sur les États-nations. Et agir pour les transitions, ça va demander aux acteurs publics de se réencastrer dans les limites planétaires, bref, de s'auto-limiter. Et pour ça, de trouver la méthode, le cadre qui leur correspond. Alors, le dire est une chose, le faire en est une seconde, et le mesurer en est une troisième. Donc, et vous aurez compris qu'à Grenoble, comme dans beaucoup d'autres villes et territoires, nous portons beaucoup d'espérance dans le donut, qui permet de visualiser une visualisation synthétique d'un problème complexe et systémique, et qui remplacerait utilement les indicateurs purement économiques comme le PIB, et nous essayons de creuser ce modèle théorique pour aller le plus loin possible. Mon dernier message de conclusion, c'est qu'il faut essayer beaucoup de choses. D'une part, parce que l'action est le meilleur anxiolytique face à l'effondrement, et d'autre part, parce que dans une perspective darwinienne, nous ne savons pas quelle sera la mutation dans notre façon de faire qui fera la différence et qui permettra notre adaptation. Dans un monde incertain, et comme le souligne Olivier Amand, ce sera la robustesse plus que la performance qui sera le critère de sélection de ces mutations. Et c'est un peu ce que nous essayons de faire à Grenoble, mais je terminerai sur un exemple de ces mutations improbables. Je pense que vous connaissez tous les vélos jaunes de La Rochelle. Donc en 1976, Michel Crépeau a lancé les premiers vélos jaunes en libre service en France. Et en fait, qui aurait pu imaginer que quelques décennies plus tard, en fait, Lyon et Paris allaient réinventer le concept, s'approprier le concept, et faire un des plus gros changements de mobilité dans les mobilités qu'on ait connu sur ce siècle. Donc, en fait, c'est parti d'une mutation totalement improbable et qui a réussi à prospérer. Donc, cette petite sélection de stratégies d'action, c'est le témoignage des acteurs publics qui cherchent auprès des chercheurs qui agissent. Et ça, j'espère que c'est POPSU. Merci pour votre attention. Alors, avant qu'il y ait des questions, peut-être que quelqu'un veut partager son petit morceau de nature. Il y a toujours des extravertis qui en rêvent. Est-ce que quelqu'un veut partager un petit morceau de nature qui lui est cher au cœur? C'est trop personnel. Donc c'est juste pour les voisins voisines, ça suffit. Damien. C'est pas pour partager mon petit coin de nature aux intimes, mais pour appuyer la fresque que j'ai eu l'occasion de voir, la fresque de Grenoble 2040. Moi, je la qualifierais presque un peu de révolutionnaire en termes d'envergure, en termes de portée. En plus, j'ai eu la chance de la voir commentée en direct face aux usagers, etc. Franchement, c'est un truc qui va se développer, je pense, et qui mériterait qu'on en parle plus, y compris dans la méthode d'un récolte que vous avez utilisé. Si tu veux peut-être en toucher un petit mot sur tout le travail que vous avez fait en amont de l'illustration, éventuellement qui pourrait être intéressant pour la communauté qui est là. Avec plaisir. Donc, alors là, elle est en tout petit, hein, c'est vraiment pas bien. Vous ne pouvez pas apprécier la qualité du dessin. Mais en fait, l'histoire qu'il y a derrière la fresque, ça part de deux points de départ. Le premier, c'est qu'on s'est engagé dans l'urbanisme favorable à la santé et qu'on mène sur des opérations d'aménagement urbain à grand renfort d'approche transversale, pluridisciplinaire, pour essayer de voir quels sont les déterminants de santé dans l'urbanisme. Et on a engagé une démarche prospective Grenoble 2040
en s'appuyant sur le donut, en essayant de voir est-ce que le donut nous permet de faire la prospective. Donc on a fait un portrait donut aujourd'hui, on a fait un portrait donut 2040, et on s'est dit pour essayer de tirer ce fil de la prospective, il nous faut une prospective sur le volet urbain, sur comment aborder, et on a essayé de croiser l'urbanisme favorable à la santé et une approche prospective sur la ville. Donc on s'est associé avec deux témoins, comment est-ce qu'on les grands témoins, je crois qu'on les avait appelés, donc en fait Iba Debouc et Nicolas Tixier, collègue de Romain à l'école d'archi de Grenoble, et qui nous ont parrainés d'un point de vue méthodologique sur la définition de la démarche. Donc on s'est dit que l'objectif final, en 1925, il y avait eu un panorama à 360 degrés qui avait été fait au niveau de la tour Perret. Donc on avait une vision et de se dire qu'on essaierait de refaire une sorte de panorama à 360 degrés de la ville projetée en 2040. Donc l'idée finale, c'était d'arriver vers ce type de résultat qui est une fresque de 26 mètres qui couvre comme si on était au sommet de la tour Perret et qu'on regardait en fait différents points de vue sur la ville de demain, en se projetant sur qu'est-ce qui pourrait faire la différence en termes de transition sociale et environnementale pour un urbanisme favorable à la santé. Et avant de faire ça, on a fait des diagnostics partagés dans je crois que c'était une douzaine de quartiers avec des habitants sur quels étaient les déterminants pour eux, quels étaient leurs enjeux en termes... Donc on est parti sur une phase de diagnostic partagé avec les habitants dans les maisons des habitants de la ville de Grenoble. Et à partir du matériau récolté, il y a une petite équipe transdisciplinaire, mais avec les urbanistes de la ville, avec Iba, avec Nicolas, avec Gaëtan et l'agence d'urbanisme de la ville de Grenoble. Donc, message de publicité, on a une agence d'urbanisme exceptionnelle à Grenoble. Et on s'est mis à dessiner un futur possible. La prospective, c'est un futur possible. C'est pas un projet, c'est pas un plan, c'est pas un plan de réalisation, c'est un futur possible. Et on s'est mis dans cette optique-là de prendre des typologies urbaines. On a l'îlot haussmannien de centre-ville, on a l'îlot de Faubourg, on a un quartier populaire, on a une place qui est aujourd'hui un parking en centre-ville. Et on essaie de dessiner une image projetée d'un avenir possible sur cette place dans une logique de transition sociale et environnementale et d'urbanisme favorable à la santé. Et c'est ce dessin collectif dans la pensée, mais unique dans la plume, parce que c'est quand même Gaëtan Amossé qui a tenu la plume, le crayon, et qui nous a fait un rendu qui est juste exceptionnel. Donc, si ça vous intéresse d'aller plus loin, on vient de mettre une version accessible en ligne sur le site de la ville de Grenoble, sur lequel vous pouvez zoomer, aller regarder sur les projections des quartiers. C'est tout neuf, on l'a sorti il y a juste quelques jours. Mais l'objectif, vraiment, hein, je me permets de me répéter et d'insister là-dessus, c'est que l'objectif, c'est de créer de l'imaginaire. C'est de nourrir l'imaginaire. C'est pas de faire du projet, c'est de nourrir de l'imaginaire qui derrière va déclencher des actions c'est vraiment c'est un outil qui est très puissant. Je pense qu'on a complètement oublié la prospective pendant des décennies. On était dans un avenir qui était trop sûr d'une certaine manière. On savait où on voulait aller, quoi. Il suffisait de planifier, quoi, de prévoir, planifier, et puis suivez mon panache blanc. Derrière, tout se déroulait comme c'était planifié. Et en fait, la prospective, je pense qu'elle revient sur le devant de la scène aussi parce qu'on devient dans un monde beaucoup plus incertain. Donc et là, on ne prétend absolument pas dessiner ce qui va être Grenoble en 2040. C'est un avenir possible. Mais le fait qu'on dessine un avenir possible va générer plein d'idées, des envies d'agir,
et c'est ce qu'on souhaite autour de cette approche-là. En tout cas, on tente, on essaye. On ne sait pas quelle est la mutation dans tout ce que j'ai présenté. On n'a aucune idée de ce qui va marcher ou ne pas marcher, mais on essaye parce que le défi, il est tellement colossal. La question des transitions sociales et environnementales, c'est le défi de notre génération, mais c'est un défi qui est colossal et sur lequel personne n'a la clé, quoi. Donc en fait, il faut essayer plein de choses, tester, innover, expérimenter, chercher. Bon, ça, chercher, vous savez. Donc, et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de la recherche, on a besoin des acteurs pour nous aider à... Parce que sur la plupart des dispositifs grenoblois que j'ai cités, hein, donc on a quasiment systématiquement des universités ou des universitaires qui sont embarqués. On a souvent des doctorants en chiffres. On a un soutien, une relation de l'université, des labos, de l'école d'archi qui est exceptionnelle, quoi. Donc on a vraiment la capacité de pouvoir faire un lien entre action publique et recherche. Et ça, on a beaucoup de chance de ce point de vue-là à Grenoble. Et je tiens à remercier les chercheurs grenoblois qui sont ici, qui nous aident beaucoup. Merci pour le partage de vos pratiques quotidiennes. Et puis on sent l'équipe, on sent que vous n'êtes pas seul et que vous portez ça à plusieurs. Et effectivement, la question de la transition, Sabine Barle avait, a priori l'année dernière, fait une intervention aussi là-dessus, sur la difficulté sémantique qui nous interroge en fait fondamentalement sur ce qu'on propose. Moi j'avais 3 questions. La première c'est sur l'éco-bashing que vous avez parlé. Et vous avez dit dans un deuxième slide, il n'y a pas de débat, il y a un consensus scientifique. On voit bien que l'actualité récente nous démontre l'inverse. Un certain personnage à la peau carotte et aux cheveux blonds, pas très loin d'ici, nous rappelle quand même que le climato-scepticisme prend de plus en plus de place. Et je voulais savoir si du coup, il n'y a pas un acte de pédagogie, ou est-ce qu'on sature de pédagogie par rapport à tout ça. Enfin, voilà, c'est une question de partager les enjeux climatiques. Vous avez dit aussi qu'il faut faire preuve d'autorité. Et pareil, dans la même lignée que l'éco-bashing, il y a aussi les fameuses métropoles prédatrices, qu'un certain géographe se fait le défenseur en tant que thèse. Et du coup, est-ce que en termes d'autorité, là aussi, c'est à la métropole d'impulser tout ça? Est-ce que c'est pas à d'autres acteurs? Et puis un dernier point, mais c'est moi peut-être que j'ai mal entendu, et j'ai pas trop entendu la question de la commande publique, en fait. Est-ce que soit c'est devenu une habitude et c'est une évidence, mais il me semble que vous, en tant que maître d'ouvrage, vous avez quand même la maîtrise sur des choses, que ce soit dans les services, dans le foncier. Est-ce que c'est une évidence ou pas? C'est pas une évidence. Alors je vais revenir. Je vais essayer de traiter les questions dans l'ordre. Ce dont j'ai parlé, c'est d'un consensus scientifique. C'est-à-dire qu'au sein des scientifiques, il n'y a plus trop de débats sur l'origine anthropique du réchauffement, du changement climatique, et il n'y a plus trop de débats non plus sur la tendance. C'est-à-dire que les bases scientifiques qui est derrière, c'est pas des théories scientifiques. C'est des théories scientifiques c'est principalement de la science éprouvée du 19e, donc il n'y a pas de débat. Donc après, c'est pas pour autant, vous savez très bien qu'il peut ne pas y avoir de débat scientifique, mais il peut y avoir un débat d'opinion et un débat politique. Donc l'acteur que vous avez cité, sans le nommer, il est plutôt dans le champ politique, hein, donc il n'est pas dans le champ de l'opinion et dans le champ de la science. Donc sur ce volet-là, sur la deuxième question, c'était... Ah oui, les métropoles, sur la question d'autorité. Alors la question d'autorité, je la mettais dans la logique des institutions invisibles de Ronzavallon, c'est la confiance, l'autorité et la légitimité. C'est-à-dire que c'est des choses qui ne reposent pas sur des systèmes de pouvoir. Et on peut avoir de l'autorité sans avoir de pouvoir. Et c'est quelque chose qui est très important.
et les métropoles sont dans des systèmes de pouvoir. Donc en fait, la question c'est comment est-ce qu'elles arrivent à créer leur autorité. C'est-à-dire que, et j'aime beaucoup la définition de Roland Vallon de l'autorité, qui nous remonte à l'autoritas latine, romaine, dans laquelle en fait on a de l'autorité quand votre avis est suivi sans que vous ayez de pouvoir en fait. C'est-à-dire que et ça, d'une certaine manière, on a tous connu dans les références des grands hommes politiques qui ont marqué des territoires, en fait des figures politiques qui ont cette autorité et qui n'ont pas forcément le pouvoir de contraindre par la force, par le règlement, par la loi, mais qui ont le pouvoir d'entraîner et le pouvoir juste par les avis et les orientations en tout cas qui ont de l'autorité via les avis, les orientations qu'ils donnent. Et donc je pense que dans la relation, mais je pense que les politistes qui sont autour de la table ou qui sont ici ce soir seraient bien plus compétents et pertinents que moi sur ce sujet-là, mais un des enjeux, c'est de pouvoir restaurer cette institution invisible de l'autorité, là où aujourd'hui certaines collectivités se noient dans les rapports de pouvoir. Et sur le dernier sujet, sur la question de la commande politique, la commande publique, pardon, la commande publique. J'ai fait le choix de pas passer en revue tous les outils classiques, donc que ce soit la réglementation, les incitations, les subventions, la commande publique, où ce sont des outils qui sont assez bien maîtrisés. Et en fait, en tout cas, il n'y a pas de question de stratégie émergente sur ces outils. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi. C'est-à-dire que, et là, tous les référentiels existent pour faire une commande publique qui soit responsable sur le plan environnemental. Là, après, c'est juste la question de l'utiliser ou de ne pas utiliser. Aujourd'hui, construire des bâtiments bas carbone, tout le monde sait le faire, quoi. Donc, il faut juste vouloir le faire et avoir la capacité financière ou de prioriser, de renoncer à d'autres choses pour pouvoir le faire dans sa commande publique. Moi, c'est une question que j'adresse au directeur général des services. Tu as parlé de rediriger le travail des services municipaux. On sait bien l'importance de la transformation, de l'adaptation des services en termes d'organisation, mais aussi de culture. Est-ce que tu peux dire comment tu as animé ce travail-là? Est-ce que tu les as réunis, tu leur as dit fermez les yeux, pensez à un paysage qui vous est cher, et puis discuter à votre voisin, et puis là, pof, eh bien, adaptons-nous. Non, c'est une plaisanterie, bien sûr, mais voilà, comment tu as fait concrètement? C'est-à-dire, comment tu as à la fois convaincu, par quelle réorganisation éventuellement s'est passée, et comment on fait évoluer les cultures professionnelles, voilà, des agents municipaux? Alors, là, je vais devoir livrer un secret de cuisine, hein, donc c'est pas... en fait... pour faire ça, il faut faire confiance et laisser faire. C'est-à-dire que dans ce que je vous ai présenté, il y a peut-être la moitié des innovations grenobloises sur lequel mon rôle, c'est d'encourager, d'impulser et surtout de laisser faire. Et il y en a certaines sur lesquelles je m'implique un peu plus, hein, donc, mais on a des équipes qui sont brillantes. Je peux vous reprendre chacun des slides. Et il y a 2-3 personnes clés
sur le plan climat. On a Franck Mabillon, qui est responsable du service transition énergétique, qui est brillantissime, qui connaît chacun des bâtiments par cœur de la ville avec ses équipes. On a un service, on a une ingénierie. On a fait le choix d'avoir une ingénierie. Quand je vous disais qu'on a fait le choix de maîtriser le sujet de l'énergie à Grenoble, on a fait le choix de le maîtriser en investissant dans l'humain, dans les compétences, dans l'ingénierie. Et le plan air, énergie, climat de la ville de Grenoble, c'est Franck Mabillon et ses équipes. Donc sur la transition, la redirection, c'est Xavier Perrin qui est allé nous chercher des chercheurs qui nous a fait un truc incroyable. Sur le Donnet, c'est Aurélie Lemeur qui est une jeune femme brillantissime qui modélise, on lui donne une orientation en disant qu'on voudrait avoir des indicateurs, une grille d'évaluation sur la base du Donut, et elle le fait, quoi. Donc, elle ne savait pas que c'était impossible, donc c'est pour ça qu'elle l'a fait. Donc, sur la démocratie participative, on a Diego Fernandez Vargas, qui est un anthropologue, docteur en anthropologie, qui nous a bâti tous nos systèmes de démocratie participative. Donc, en fait, quand on a quand on a les talents, il faut juste les laisser faire, quoi. Et les orienter. On a mis en place un projet d'administration dans lequel le droit à l'erreur est écrit dans notre projet d'administration. C'est-à-dire qu'en fait, on prend des risques sur ce que l'on fait. Il y a des choses qui ne vont pas fonctionner. Hein. Donc, si on n'innove pas, on n'expérimente pas sans prendre le risque d'échouer. Hein. Donc, on a mis dans la culture de l'administration de la ville de Grenoble la question du droit à l'erreur. Parce qu'on sait qu'on est collectivement très fort. C'est que si on est face à une difficulté, on saura la résoudre collectivement. Donc, on peut prendre des risques sur des choses parce que derrière, on est encordé, en fait, on avance encordé et l'administration, elle sait se regrouper, se mobiliser pour faire front et trouver des solutions quand on est face à des difficultés. Donc, pour pouvoir faire ça, c'est une culture d'administration qui est orientée vers cette capacité d'innovation et qui accepte le droit à l'erreur. Et c'est aussi tous les talents que je vous ai évoqués, hein, qui sont, on a des gens brillants. On embarque aussi des doctorants chaque année. On fait un programme. On a une dizaine de doctorants CIFRE qui sont embarqués à la ville de Grenoble. Chaque année, on en recrute 3 nouveaux sur des thématiques qui sont publiées. On va rechercher des compétences et c'est aussi grâce à eux, la démocratie participative. On a eu un chiffre incroyable sur les indicateurs. On a eu un chiffre qui nous a fait explorer la comptabilité CARE. La comptabilité CARE, ça a été une voie sans issue. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi, mais on a testé. On a testé le truc parce qu'on a essayé. Et en fait, la comptabilité CARE, comptabilité écologique, elle fonctionnera le jour où tout le monde utilisera cette comptabilité. Donc pour l'instant, pour les précurseurs, c'est un peu compliqué, quoi. En tout cas, ce n'est pas un outil qui est opérationnel. Mais le travail qu'on a fait de recherche autour de la comptabilité CARE, c'est ce qui nous a permis derrière de rebondir sur le Donut. C'est-à-dire qu'on n'aura pas un outil qui va nous venir tout cuit d'un modèle de comptabilité écologique. Donc il faut qu'on fasse notre outil, nos indicateurs systémiques, il faut qu'on se le bâtisse nous-mêmes. Le budget vert tel que nous le propose l'État est vraiment minimal. Hein. Donc ça, c'est plus, moins, c'est vert ou rouge. Enfin bon, c'est des indicateurs qui servent pas à grand chose en fait. Donc et surtout, il faut vraiment qu'on arrive à réintégrer dans notre cadre, dans nos outils de décision, ces limites planétaires. C'est-à-dire que la dimension systémique et réussir à évaluer sur nos actions les limites, c'est une vraie révolution copernicienne, quoi. Donc, et pour ça, il faut vraiment beaucoup d'énergie. Hein. Et quand on n'a pas les outils, on les fait, on les crée, quoi. Donc, Merci beaucoup Emmanuel et à toute l'Assemblée pour cette conférence et cette discussion.